Bienvenue sur le CAF Rentable, le podcast d'investissement le plus régulier. Tous les lundis matins à 8 heures, on vous parle de bourse, de finance et de business, toujours accompagné d'un bon café. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne Nico Invest. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Et toi, Jean, comment ça va? Eh ben écoute, ouais, moi aussi ça va plutôt bien, comme un lundi, comme un lundi soir, mais on est prêt pour enchaîner un petit podcast ensemble. Et vous, chers auditeurs, comment allez-vous? Et d'ailleurs, avant de vous plonger dans le sujet du jour, un petit rappel, vous pouvez nous écouter sur Fountain App, la meilleure application pour écouter vos podcasts. Vous gagnerez du Bitcoin simplement en nous écoutant. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aussi nous en envoyer en retour. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de podcasts classiques. Laissez-nous des avis et des notes 5 étoiles, c'est mieux, ça nous aide énormément. Ainsi que sur YouTube, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne Le CAF Rentable et à la page Instagram Le CAF Rentable. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, à nos chaînes YouTube respectives, J'invest et EcoInvest, pour ne rien rater de nos contenus et nos pages Instagram également. Et comme d'habitude, si vous voulez approfondir, vous pouvez aller voir le site www.iq-invest.fr. Vous y trouverez plein de ressources pour aller plus loin. Et maintenant, ceci étant dit, donc Jean, quel est le sujet du jour? Eh bien écoutez les amis, aujourd'hui on va vous présenter un livre que l'on a beaucoup aimé, ça va être La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Tout à fait. Et Ou The donc toi, Psychology of Money dans voilà, la toi t'as langue la version de anglaise. Shakespeare. C'est ça, la VO. Et on va vous parler, alors voilà, ne partez pas en courant, c'est un livre plutôt simple à lire, il n'y a pas de ratio, c'est très tranquille, on va vous le présenter ensemble, petit à petit, chapitre par chapitre. Et pour commencer, en fait, comment j'ai découvert le livre? Eh ben, c'est toi qui, lors de un de nos nombreux appels, qui m'en a parlé. Il m'a dit, enfin, tu m'as dit, Jean, il faut que tu lises ce livre, il est vraiment top. Donc, je l'ai acheté, je l'ai lu. Et franchement, il est vraiment très sympa. Il est vraiment très sympa, donc je vous le recommande. Mon avis, c'est déjà que la lecture, elle est simple. Contrairement à celui qu'on vous avait présenté plutôt la dernière fois, Long Equity, là, c'est beaucoup, enfin, ça fait beaucoup plus livre. L'autre, c'était vraiment un manuel. Là, c'est un Hmm. livre, il y a des histoires. Il n'y a pas de ratio financier, de graphique et de choses un peu complexes. Chaque chapitre va être indépendant et l'auteur va nous raconter une histoire, des faits qui se sont déjà passés. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Ouzel va essayer de trouver une morale dans le but de nous faire réfléchir, donc un peu une rétrospection de nous-mêmes. Et ça pourrait s'apparenter à un livre de finances comportementales. Ça va vraiment mettre l'accent sur la psychologie, dans les décisions financières qui vont être autour de nous, enfin qui sont autour de nous depuis tout le temps et qui vont nous suivre toute notre vie. Voilà. Donc toi, dis-moi enfin dis-nous plutôt ce que tu en as pensé de ce livre, Hugo. Mais écoute, tout à fait. Donc moi je l'ai connu au travers du podcast que j'adore, hein, The Investors Podcast, parce qu'ils en parlaient en fait régulièrement dans plusieurs podcasts. Donc je me suis dit, écoute, on va le commander. Parce que moi j'ai une liste sur Amazon de livres de bourse, je dois en avoir une cinquantaine. Et à chaque fois que j'entends un livre, tu vois, je le remonte d'un cran dans la liste, ce qui fait que les livres dont j'entends tout le temps parler, en fait, ils finissent par tout le temps être en haut dans la liste, et je finis par les commander. Et du coup, j'ai trouvé que ce livre était vraiment très intéressant parce que c'est vraiment plus de la psychologie et de la philosophie autour de l'argent et de l'investissement que un manuel pratique comme Long Equity par exemple. Et ça va vraiment être un peu les b.a-ba de l'investissement, mais peu importe en fait son niveau et son avancée en tant qu'investisseur et dans son parcours des finances personnelles, si on peut dire. C'est un livre qui apportera toujours, je pense, un angle nouveau, tu vois, notamment sur la façon d'appréhender la richesse, mais vous allez voir tout ça, on va en parler un peu plus tard. Et je pense aussi que c'est une très bonne porte d'entrée et un livre qu'on peut offrir, que ce soit à des amis ou à des membres de sa famille qui n'ont pas forcément de compétences financières ou qui sont un peu, comment dire, qui sont un peu qui ont peur de la finance, un peu comme beaucoup de Français. Donc ça peut être une très bonne porte justement pour red pill un peu votre entourage, pour donner la pilule rouge à votre entourage sur la finance et l'investissement. Voilà un peu Ouais, c'est pour... ça. Et puis même, ça va même aller sur l'épargne. Vous allez voir, on va en Hmm. reparler. Mais c'est pas du tout un livre qui va être prédestiné à des gens qui veulent tout mettre sur du stock picking ou la finance. C'est vraiment de la finance, Hmm. des décisions financières. Donc, c'est pas du tout de stock picking, hein. Parce qu'à aucun moment, il parle d'action même.
Enfin, d'action, il va jamais citer Pepsi ou Non, Sanofi, enfin, tu effectivement. vois, des stocks. On parle surtout d'ETF d'ailleurs. Ouais. Alors, juste avant de commencer le livre, je sais qu'il y en a, ça les intéresse. Je vais vous dire rapidement qui est Morgan Housel. Donc, Morgan Housel est l'un des associés du fonds d'investissement, ce collaborative fund. Et après avoir été chroniqueur au Wall Street Journal et sur Fool.com, il a remporté à 2 reprises le Best in Business Award décerné par la Society of American Business Editors and Writers. Merci pour votre accent anglais. Enfin, pour mon accent anglais, j'attends des likes en échange. Non, en tout cas, il a reçu vraiment pas mal, au moins 4-5 grands prix journalistiques de finance. Donc, bon, c'est pas n'importe qui. On va dire qu'il est légitime à écrire ce livre. Et ce que j'ai aimé dans ce livre d'ailleurs, c'est que dès le début du livre, il va nous parler des deux principaux sujets de notre vie, qui est la santé et l'argent. Et en fait, dès le début, il parle de ce postulat-là, bref. Or, l'humain, il a fait des progrès de dingue dans la santé, les opérations à cœur ouvert, du cerveau, etc. Mais l'humain, il a toujours pas fait des progrès dans l'argent, dans la gestion de l'argent, dans la vie quotidienne. Il fait encore des erreurs. Alors qu'à côté de ça, dans la santé, il fait des trucs de fou. Et ben, dans la finance, dans l'argent, même, en fait, en règle générale, c'est toujours un peu plus compliqué, un peu plus long. Pourtant, ça touche pas à du médical, ni à de la santé. Voilà. C'est un peu ce qui m'a interloqué dès le début du livre et va en parler. Tu veux qu'on commence? On fait un Ouais, un chapitre chacun. Je fais le chapitre 1, tout à chapitre fait. 2. Enfin, ouais? Vas-y. Ok. Alors, le chapitre 1 du livre, bah, il s'intitule Personne n'est fou. Et dans ce chapitre, en fait, Morgan va mettre en avant que nos propres expériences financières vont représenter 0,00001%, donc quasiment rien, en fait, de ce qui s'est passé dans notre monde. Mais ça va impacter 80% de notre compréhension du monde. En fait, tout dépend de votre vécu. Si tu as commencé par exemple à investir en 2007 et que tu t'es fait découper par la crise de 2008, eh ben, la période de stagnation qui a suivi, ou plutôt de décadence qui a suivi, bah forcément, tu auras plus tendance à jouer la sécurité, donc à investir dans des obligations ou des matières premières, tu vois, l'or, pétrole, etc., que dans du 100% action, par exemple, action croissance, sachant qu'à cette époque-là, tout se pétait la tête. Et encore moins dans l'immobilier, vous imaginez. Alors que si tu as commencé à investir juste après le Covid, ou il y a un an et demi, tu vois, juste avant le podcast, on en parlait, comme quoi c'est quasiment impossible de perdre de l'argent si tu as commencé à investir au 1er janvier 2023. Là, ça fait quasiment une bonne année et demie que c'est impossible d'avoir peur des marchés. En fait, si tu fais pas n'importe quoi dans le choix de tes actions, tu es quasiment sûr, peut-être pas de battre le marché, hein, ce fameux truc qu'on dit, faut qu'on fasse 8,5% de performance, mais c'est quasiment impossible de perdre de l'argent en bourse si tu as commencé au 1er janvier de l'année dernière. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, quand tous les principaux indices battent le record semaine après semaine, tu vois, juste avant les grandes vacances, enfin, ouais, 1 ou 2 mois avant les grandes vacances d'août, t'entendais à chaque fois le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, le CAC 40, ils battaient le record chaque semaine. Donc tu te dis, bah, c'est impossible de perdre de l'argent en bourse. Banco, je mets tout. Chose que, bah, par exemple, si tu as vécu en 2008, bah, c'était peu probable. Pareil, bah, après, forcément, vous l'avez compris, j'étais pas né en 70, mais au choc pétrolier, tu vois, c'était des époques très compliquées. Donc, avec beaucoup plus de crainte. Voilà. Donc, c'était un Ouais. peu le petit récapitulatif du chapitre 1 que j'ai beaucoup aimé parce que ça va commencer vraiment dans le concret et bah, pour le coup, il a 100% raison. Je suis d'accord avec lui. Les gens Ouais, investissent selon leur vécu. tout à fait. Et je sais plus si c'est dans ce chapitre ou dans un autre, mais je sais qu'il donnait l'exemple aussi de Graham, tu vois, par exemple, Benjamin Graham, donc, que vous connaissez probablement, le père de l'investisseur value qui a écrit The Intelligent Investor, donc l'investisseur intelligent, et qui a grandi dans les années 20-30, du coup, et qui a connu la Grande Dépression aux États-Unis. Et du coup, c'est en partie cette expérience économique qui l'a rendu hyper conservateur sur ses achats d'actions avec son fameux ratio, c'est quoi, c'est le price to book value. Je crois qu'il utilisait Ouais, tout le temps le Graham. PBR. Le PBR qui est aujourd'hui inutilisable parce qu'il n'y a aucune action en fait qui se retrouve décotée à ces, à ces niveaux-là aujourd'hui. C'est Euh, clair.
parce que l'information est beaucoup plus accessible tout simplement. Mais voilà, effectivement, le fait d'avoir connu la Grande Dépression, ça peut nous dire beaucoup sur la psychologie d'un investisseur, par exemple, et sur ses choix d'investissement, tout simplement. Je suis d'accord. Voilà. Euh, Chapitre 2. Ouais, tu veux nous présenter le chapitre 2? Tout à fait. Donc chapitre 2, donc c'est risques et chance. Donc en fait, dans ce chapitre, Morgan Housel va essayer de nous rappeler un peu que dans chaque réussite ou dans chaque échec, il y a à chaque fois une part de travail, bien sûr, mais il y a aussi toujours une part de chance qui intervient. Et en gros, la morale à garder, c'est que si vous travaillez, si vous vous donnez à fond et que vous travaillez d'arrache-pied pour atteindre un objectif, vous allez potentiellement y arriver, mais il va aussi y avoir un facteur chance qui va faire que vous allez y arriver. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais vous ne travaillez pas du tout et que vous vous reposez 100% sur la chance, ben là, ça va jamais se produire. Donc il y a toujours en fait une combinaison des deux, le travail et la chance qui joue, parce qu'on a beau aussi potentiellement être un acharné du travail, tu vois, et ne jamais avoir de chance dans la vie et potentiellement ne jamais réussir. Donc voilà, c'est vraiment ce rappel de la combinaison entre les deux, et pour ça, il nous donne l'exemple dans ce chapitre de Bill Gates et de son camarade Kent Evans. Donc en fait, c'est deux camarades d'école qui ont grandi aux États-Unis, dans la région de Seattle, il me semble, et les deux, en fait, ont eu énormément de chance petits, parce qu'ils sont allés dans la même école, et c'était une des seules écoles aux États-Unis qui possédait des ordinateurs. Donc c'était dans les années 60, hein, pour resituer. Donc un ordinateur dans les années 60, ça coûtait une fortune, ça faisait la taille d'une pièce, et ça courait pas les rues. Donc toutes les écoles du monde n'avaient pas d'ordinateur dans les années 60. Donc déjà, il fallait être suffisamment chanceux pour naître aux États-Unis, un des seuls pays du monde potentiellement à avoir des ordinateurs dans les années 60, et être suffisamment chanceux pour aller dans une école équipée d'un ordinateur, parce que je crois que le principal de l'école à l'époque était pro technologie et voulait absolument en mettre un dans l'école. Et en plus de ça, donc les deux étaient très intelligents, étaient très studieux, et ils ont énormément réussi dans leurs études, et ils devaient en fait monter potentiellement des affaires et monter Microsoft ensemble. Sauf que, pas de chance, Kent Evans, qui était tout aussi talentueux et chanceux dans sa jeunesse que Bill Gates, du coup, est mort dans un accident d'alpinisme. Il est mort en montagne. Et du coup, il a jamais pu connaître le succès de Bill Gates, alors qu'il était potentiellement prédestiné à être le cofondateur de Microsoft. Donc, du coup, c'est un troisième mec qui a fondé Microsoft avec Bill Gates. J'ai plus le nom en tête, mais voilà, cet exemple nous illustre bien que peu importe à quel point vous êtes talentueux et vous travaillez, il y a forcément toujours un facteur chance, parce que demain vous pouvez sortir de chez vous et vous faire renverser par un camion. C'est une chance sur peut-être 1 million ou plus, j'en sais rien, mais ça peut exister. Donc voilà, globalement, la morale du chapitre, c'est de jamais trop se focaliser, en tout cas ne jamais 100% oublier le facteur chance. Voilà, il y a toujours une part de chance dans une réussite comme dans un échec dans la vie. Voilà, Je suis d'accord, globalement. moi ça m'avait bien fait. Enfin, c'est vrai que ce chapitre est super bien parce que ça, à un moment, il va donner des chiffres comme quoi en fait il Ouais. avait 0,001% de chance d'avoir un ordinateur et du coup d'avoir pu commencer à s'intéresser à l'informatique. Et en fait, il prenait son nombre de chances par rapport au nombre d'élèves qu'il y a dans Mm. dans la région de Seattle. Après, aux États-Unis, et en fait, dans le monde entier, en fait, on se rend compte que oui, il a eu énormément de chance d'avoir pu avoir ça, parce que tu vois, quelqu'un qui était à Détroit, par exemple, il n'a pas vu un ordinateur avant les années 90, tu vois. Donc, forcément, il partait d'un delta énorme. Et juste pour rebondir là-dessus, justement, Bill Gates, il a dit, moi j'adore les citations, et dans le bouquin, il y en a quand même pas mal, et Bill Gates a dit, la réussite est mauvaise conseillère car elle fait croire à des gens intelligents qu'ils seront toujours dans le camp des gagnants. Moralité, faut jamais lâcher en fait le travail, et même si tu es Mm. très intelligent et que tu es en train de réussir, il faut encore continuer de travailler, un peu comme ce que tu fais avec l'application, la pousser toujours plus loin. Et nous, en préparant toujours des podcasts toujours plus préparés, etc., en essayant d'amener toujours plus de contenu. Et puis parce que ça nous plaît, mais voilà, faut toujours se rendre compte qu'il y a toujours
plus fort, il y a toujours meilleur que nous, et donc forcément, bah, faut jamais lâcher le travail. Et c'est quand tu commences à douter et à lâcher que tu commences à devenir médiocre en soi. Tout à fait. Voilà. Chapitre 3. Chapitre 3. Chapitre 3, ne jamais être satisfait. Et là, l'auteur nous prend l'exemple très connu de Bernard Madoff, qui avait entre autres créé une des plus grandes et plus célèbres pyramides de Ponzi en arnaquant des centaines de milliers de personnes et en gagnant des milliards. Et en fait, nous, on connaît Bernie parce qu'il a fait une pyramide de Ponzi. Mais en fait, c'était bien plus que ça. Et d'ailleurs, je vous recommande une série Netflix qui est très bien faite parce que ça va raconter toute son histoire. Alors, il y a des passages un peu longs, mais je vous la recommande si vous avez encore Netflix et si vous n'avez pas résilié l'abonnement, voilà. Au lieu d'aller regarder la télé-réalité, regardez la mini-série de Bernie Madoff. Et en fait, lui, il était devenu très célèbre et riche à millions grâce à ses activités honnêtes, hein, parce qu'il avait énormément, enfin, des grosses activités honnêtes et lucratives qui dégageaient jusqu'à 50 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc quand même, ça rapporte. Il avait tout, mais en fait, il voulait plus. Or, bah, vous connaissez l'adage, le mieux est l'ennemi du bien. Et forcément, bah, il s'est fait, bah, vous connaissez après, il s'est fait emprisonner, etc. Il est mort en prison. Il avait tout et il a voulu plus. Et bah forcément, ça, faut pas avoir plus gros yeux que gros ventre, comme on dit. Et lui, il l'avait pas compris. Et la finance peut nous. Et en fait, c'est ça le problème. Et c'est ça, dans le livre, que Morgan Housel veut mettre en avant, c'est que la finance, le monde de l'argent, peut nous rendre pervers et obsédés justement de cet argent. Et toujours, bah, notre performance, on va aller. Enfin, on va vouloir toujours prendre plus de risques dans nos décisions d'achat. Par exemple, des actions, on va vouloir acheter du Nvidia maintenant, du ASML cette semaine, etc. Parce qu'on voit que c'est parce qu'on voit que c'est les semi-conducteurs, ça va toujours prendre plus de place, etc. Mais c'est pas là où en fait on va faire les bonnes affaires. C'était avant. Et voilà. Toujours être obsédé par l'argent et la performance, ça va forcément à un moment on va faire des mauvais choix et on va perdre de l'argent. Et là, c'est le piège. En gros, pour faire très Mm. simple, nous devons rester maîtres de nous-mêmes. C'est ce qu'essaye de faire Morgan Housel dans ce chapitre, ce qu'il essaye de nous faire comprendre. Et moi, j'avais bien aimé, surtout bah, dans ce chapitre, l'explication de Bernie Madoff, parce qu'il nous montrait bien que bah, il a été trop gourmand en fait. Il a été trop gourmand, il a été puni par les lois, bah, déjà par les lois américaines, mais par les lois du destin, tu vois. C'est ça. Et effectivement, la morale, c'est un peu savoir se contenter de ce qu'on a et savoir dire assez. Tu vois, donc, savoir dire, ok, là c'est bon, j'en ai assez, je m'arrête. Parce que c'est quand tu C'est clair. veux en avoir trop que Ça peut te nuire. ça peut partir en couille, j'allais dire, mais oui, nuire, c'est très bien aussi. Chapitre 4. Ouais, Ensuite, on a, alors en anglais, c'est confounding, compounding. Je sais pas comment il l'a appelé en français. Tu t'as le je te titre dis en ça français? tout. Je te dis ça tout de suite, je pourrais pas te le dire. L'affolant effet multiplicateur. D'accord, donc effectivement, donc chapitre 4, confounding, compounding. Donc compound, vous savez ce que c'est, hein, c'est le fait, enfin c'est les intérêts composés, c'est le fait d'accumuler les intérêts composés. Et en fait, dans ce chapitre, bah, il va tout simplement nous donner un exemple assez impressionnant. Alors, il est plus tout à fait à jour l'exemple hein, depuis, mais il est quand même très parlant. C'est que 81,5 milliards de dollars des 84,5 milliards de dollars de la fortune nette de Warren Buffett sont venus après son 65e anniversaire. Donc en fait, on a 95% de sa fortune qui a été générée après ses 65 ans. Et donc ça, c'est la puissance des intérêts composés, tout simplement parce que vous devez sûrement connaître ce principe. C'est une courbe exponentielle, donc plus on avance dans la courbe et plus les gains vont être impressionnants, tout simplement, puisque ce sont des pourcentages qui s'accumulent, c'est des multiplications qui s'accumulent, et ça crée une courbe exponentielle, à l'inverse d'une courbe linéaire, donc qui accumule des additions. Et effectivement, c'est un exemple qui est très parlant.
et que notre esprit a du mal à concevoir. Tu vois, les intérêts composés, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Et Einstein d'ailleurs disait, je crois, les intérêts composés sont la huitième merveille du Absolument. monde, je crois, c'est ça. Et Ouais, septième, je crois. voilà. Et grosso modo, ce qui nous explique dans le chapitre, c'est le fonctionnement des intérêts composés, tu vois, pour le profane qui ne connaîtrait pas forcément ce qu'est l'effet boule de neige et les intérêts composés en bourse, mais également, il nous rappelle que Warren Buffett a eu beau être un investisseur de génie, si on peut dire, a eu beau être un investisseur qui a fait beaucoup de rendements et qui a marqué l'histoire de la bourse, c'est avant tout un investisseur qui est resté investi. Et c'est ça qui a fait toute sa fortune, parce que ça a beau être le meilleur investisseur du monde, s'il reste 5 ans dans le marché, il aurait jamais eu les résultats qu'il a eu. Le fait que Warren Buffett a eu des résultats aussi impressionnants, c'est grandement dû au fait qu'il est resté investi pendant, je crois, 70 ans, je sais pas, il a commencé à investir à 11 ans, il me semble. Il a acheté sa première Ouais, action ouais, ouais. Bon, à en tout 11 ans, cas, donc c'est... ça fait plus de 50 ans qu'il est en bourse, ça, c'est sûr. Ouais, il a quel âge aujourd'hui? Je crois qu'il doit avoir 90 ans, un truc comme ça. Oh, mais je crois qu'il approche du centenaire, parce que Bogle, il avait 99 ans, et je crois qu'il doit en avoir 96, Buffett. Ouais, c'est ça, donc ça doit faire 80 balais, t'imagines qu'il a investi en bourse. 94, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Donc les intérêts composés, forcément, ils sont monstrueux. Et voilà, donc ne jamais sous-estimer les intérêts composés et surtout penser long terme quand vous voulez viser des gains, quand vous voulez viser l'investissement, quand vous voulez viser même des rendements, pensez long terme. Parce que si vous avez une philosophie court terme et que vous faites toujours des allers-retours sur des positions, vous allez avoir des performances en général catastrophiques. Ah, moi, je suis totalement... J'ai beaucoup aimé ce chapitre, d'ailleurs, parce que justement, il expliquait tellement bien le fait que bah, pour être bon en bourse, faut être en bourse, donc c'est-à-dire qu'il faut pas avoir son argent en cash. Et d'ailleurs, François Rochon, tu sais, dans une de ses lettres pour les investisseurs, il disait pour être bon en bourse, faut être investi en bourse. Donc, t'enlèves pas l'argent de la machine, tu la laisses fructifier, tu la laisses travailler. Qui est des périodes de baisse ou de hausse. Dans la période de baisse, bah, t'en profiteras pour faire les soldes, et dans la période de hausse, bah, tu laisses faire le marché. Et voilà. Bah, après, il y a plein d'autres choses, hein. Couper ses pertes, laisser courir ses gains, etc. Mais oui, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé ce chapitre parce qu'il nous montre que. Et puis, je crois que même dans ce chapitre, il met en évidence que, tu vois, Warren Buffett, il n'y a pas besoin d'être ultra intelligent pour être bon en bourse. Il faut avoir juste comment dire, une bonne thèse d'investissement et toujours voir le long terme. Et c'est en voyant le long terme que alors je sais pas si c'est dans ce chapitre que tu as dit ou dans un autre, mais voilà, il mettait vraiment ça en avant, comme quoi c'est que du long terme. Si tu as une vision long terme, tu seras quasiment à coup sûr gagnant à un moment. Voilà. Tout à Chapitre fait. 5. Tout à fait. Bah écoute, chapitre 5. Alors, chapitre 5, s'enrichir ou rester riche. Bien investir, ce n'est pas nécessairement prendre de bonnes décisions, c'est éviter systématiquement les grosses bourdes. Donc, les grosses bourdes, c'est acheter des mauvaises actions, j'imagine. En tout cas, ça doit en faire partie. Oui, acheter des Alors là, mauvaises actions où on peut penser à liquider toutes ses positions au plus bas lors d'un crack, tu vois. ouais, ouais, là, ça serait terrible, ça. Ça serait terrible. Faut surtout pas faire ça, les amis. Bon, surtout, enfin, après, si vous avez acheté des merdes, oui, faut les revendre, mais le mieux, c'est de pas les acheter. Alors, dès le début du chapitre, l'auteur nous dit, c'est une bonne chose de s'enrichir, c'en est une autre de le rester. Bon, quoi rajouter à ça? On va voir. Que dit Ouzel pour gagner de l'argent? Alors, faut prendre des risques. On part du principe où on n'a rien sans rien, se montrer optimiste, parce qu'on ne peut pas être un investisseur si on est pessimiste, et il faut s'exposer au marché. Par contre, pour conserver son argent, là, c'est exactement le contraire. Il faut faire preuve d'humilité et craindre à tout instant de se voir enlever ce que l'on a gagné. Là, on peut reprendre l'exemple du podcast «L'État peut-il voler notre épargne» qu'on avait tourné ensemble, Hugo. C'est un super, si vous voulez, bah, attendez, on essaiera de mettre l'affiche à ce moment-là. Mais ouais, en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder ce podcast, on en parlait sans le savoir. Il faut laisser faire les intérêts composés. En fait, c'est un peu la suite du chapitre précédent pour le coup. Laisser du temps au temps et éviter l'effet de levier, pousser à son maximum. Alors, l'effet de levier, c'est l'endettement, tout simplement. Et ne pas vendre ses actions dès que le marché devient tendu. Pour ça, bah forcément, il faut être malléable
et prévoir une marge, la fameuse marge de sécurité qu'en parle monsieur Graham dans son livre L'investisseur intelligent, la fameuse marge de sécurité, c'est-à-dire que on va reprendre l'exemple d'ASML. ASML est une super boîte, c'est une boîte de qualité, c'est une boîte magnifique. Mais si vous l'achetez aujourd'hui, c'est une boîte de qualité, donc vous avez une boîte de qualité incroyable. Mais par contre, il n'y a aucune marge de sécurité. Enfin, même pire, elle est carrément trop chère. Et forcément, bah, si l'action retrouve son prix normal, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, eh ben, vous serez perdant, même si c'est une entreprise de qualité, parce que vous ne l'avez pas acheté avec cette fameuse marge de sécurité. Partez du principe que un imprévu, bah, ça arrive très vite et que nos plans ne se passent pas forcément comme on l'aurait imaginé. Voilà. Et bien évidemment, à moins que vous soyez un investisseur short, donc c'est-à-dire de parier à la baisse, vous devez être optimiste sur l'avenir sans être naïf. J'en avais fait une vidéo, alors je prêche pour ma paroisse, j'en avais fait une vidéo, je l'avais intitulée Pour gagner en bourse, soyez optimiste mais surtout réaliste. Je l'avais intitulé comme ça. Voilà, faut être optimiste pour investir. Il faut toujours vérifier, essayer de prévoir ces fameux impondérables, même si ce sont des impondérables, donc par définition, ils sont quand même durs à prévoir. Après, très honnêtement, il y a des choses, voilà, actions, tu vois, les bancaires, c'était pour reparler de ce qu'on avait dit sur le dernier podcast, voilà. Enfin, bref, connaissez vos actions que vous avez en portefeuille. Je ne vais pas refaire le podcast d'avant. Connaissez les actions que vous avez en portefeuille. Ça peut vous faire éviter beaucoup d'impondérables. Et de toute façon, même pour couper court, ce que je vous invite à faire, pour toutes vos actions, vous lisez la section risque dans le rapport annuel. Au moins là, vous connaîtrez tous les potentiels impondérables qui peuvent arriver à vos actions. Tout à J'essaie de fait. pas dire trop, mais Tout à fait. Et globalement, oui, il a tourné ça d'une manière qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il faut être optimiste il faut être optimiste quant à l'avenir pour investir et pour être investi et pour devenir riche en quelque sorte. Mais il faut aussi être paranoïaque en même temps pour le rester. C'est-à-dire que vous devez à la fois être optimiste sur l'avenir, mais en même temps être complètement paranoïaque et avoir peur tous les jours qu'on vienne vous piquer votre argent, et vous devez donc chercher à le protéger au maximum et à éviter, comme on a dit aussi un peu plus tôt, les grosses bourdes. Donc éviter tout ce qui va être les shitcoins, tu vois, au hasard, les actions pourries, tout, au hasard. toutes ces choses-là, éviter Orpea, éviter tous ces trucs, Worldline, Atos, tout ça. Absolument. Et d'ailleurs, ce qu'il nous dit, tu vois, c'est planifier, c'est important, mais le plus important quand on fait des prévisions, c'est de prévoir qu'elles ne puissent pas se réaliser comme prévu. Voilà, donc la marge de sécurité, faut pas déconner avec. Donc chapitre 6, Tails You Win, ou en français c'est quoi le titre, Jean? De l'importance de la longue traîne. Ouais, il est éclaté le titre en français. Non mais effectivement dans ce chapitre globalement ce qu'il faut retenir, Morgan Housel nous dit que en bourse vous avez seulement besoin d'avoir raison la moitié du temps et que ça sert à rien d'essayer d'avoir raison 100% du temps. Encore une fois on en revient toujours aux fondamentaux, hein, ne pas essayer de timer le marché, ne pas essayer de faire des choses potentiellement plus risquées que la moyenne pour essayer d'avoir des rendements qui seraient légèrement supérieurs. Mais il suffit d'être, en fait, dans la moyenne, il suffit d'avoir raison la moitié du temps en bourse pour avoir des résultats exceptionnels sur le long terme. Et la plupart des gens, d'ailleurs, il nous donnait l'exemple de Peter Lynch, à peu près plus de 50% de ses rendements proviennent de moins de 10 positions qu'il avait en portefeuille. Alors pourtant, il avait un gros portefeuille, hein. Peter Lynch, il était connu pour avoir, je crois, combien d'actions il avait en portefeuille? 1000. Combien? 4000. Waouh, ouais, voilà, donc effectivement, c'est le genre d'exemple à retenir, c'est que la plupart de la performance, enfin même de votre performance à long terme, en fait, elle va provenir que de quelques positions ou que de quelques jours dans l'année, tu vois, ça c'est aussi une stat qui est assez intéressante. Mais par exemple, sur le S&P 500, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours dans l'année qui font 80% du rendement du S&P 500 sur l'année, et ce sont des jours qu'il ne faut absolument pas rater quand on est investi en bourse, parce que si vous ratez ces jours-là, vous allez passer à côté de 80% de la performance. Et c'est exactement pour ça que il vaut mieux se contenter de résultats moyens à long terme que d'essayer d'avoir des résultats exceptionnels à court terme.
et du coup se brûler les ailes et donc au final obtenir des résultats moins bien parce que vous aurez sous-performé le marché et vous aurez soit revendu une action trop tôt alors que ça allait être le futur Novo Nordisk ou le futur Nvidia, soit revendu carrément toutes vos positions trop tôt alors que le marché allait rebondir le lendemain par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça d'investisseurs qui sont rentrés au plus haut, qui ont revendu au plus bas et qui s'en sont forcément mordus les doigts. Donc voilà, globalement, il suffit d'avoir raison la moitié du temps pour réussir en bourse. Donc restez investi et essayez d'avoir une performance, si ce n'est moyenne, légèrement supérieure à la moyenne, mais plus vous allez essayer de viser haut, plus vous allez potentiellement vous brûler les ailes. Voilà. D'accord avec toi. Juste pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, moi aussi, quand j'ai dit le chiffre 4000 actions, ça me paraissait beaucoup, alors qu'il y en a, je crois, 8000 dans le monde entier. Donc, il avait 1400 actions. 1400, bon, ça fait quand D'accord. même beaucoup, mais C'est c'est quand pas même beaucoup. 8000, hein, c'est 1400, autant pour moi. Ça fait beaucoup de Pardonnez-moi. résultats trimestriels à suivre. Ouais, laisse tomber, non, mais tu peux pas suivre ça. Tu peux pas. Donc, il avait Non, c'est 3 pas fois le possible. S&P 500 en portefeuille. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, pour rebondir, c'est que il va citer Brad Pitt dans le tout début du chapitre. Et Brad Pitt qui reçoit un Screen Actor Guild Award, enfin bref, un prix Oui. d'acteur. Et en fait, Brad Pitt va dire, ça fait 30 ans que je fais ce boulot et je crois avoir compris l'idée maintenant. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas. Pas la peine de vous éterniser là-dessus, contentez-vous de passer au projet suivant. Bon, je pense que là, ce qu'il faut comprendre, c'est vous pouvez vous prendre des sacrées gamelles en bourse. Personnellement, je m'en suis pris. Je pense que toi aussi, tu t'en es pris, Hugo. Et je pense que, voilà, faut réfléchir dessus, hein, forcément. Faut pas se contenter d'acheter puis de revendre et de pas comprendre notre perte. Mais moi, par exemple, quand j'ai revendu à perte Soitec et Ubisoft, pour ne pas les citer, et ben ça m'a fait beaucoup apprendre parce que j'ai repris mon analyse, j'ai vu ce qui n'allait pas dans mon analyse, qui avait été fait relativement vite à l'époque, et, je suis passé, voilà, je suis pas en train de ressasser à chaque fois mes pertes, mais faut passer au projet suivant. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté les small et mid cap et je suis plutôt passé sur des entreprises de qualité avec des capitalisations quand même nettement supérieures et surtout des actions avec un résultat net positif. Voilà, ça faisait partie de ce qu'il n'y avait pas dans ma thèse d'investissement avant, ce qui peut expliquer ma sous-performance du marché pendant pas mal de temps. Et, bref, voilà, apprenez de vos erreurs et après, une fois que vous avez appris de votre erreur, passez à l'étape suivante, passez au projet suivant. Tout à fait. Chapitre 7, je passe au chapitre 7, c'est bon pour toi, Hugo? Vas-y, je t'en prie. Alors, chapitre 7, la liberté. Voilà, une des seules choses qui ne s'achète pas, c'est le temps. Le principal bénéfice que procure l'argent, c'est la maîtrise de son temps, pour paraphraser exactement ce que dit Morgan. Avoir de l'argent, c'est de s'offrir un peu plus de liberté et donc du temps. Il faut épargner. Voilà, je peux vous renvoyer à nos premiers podcasts, je crois que c'était ça. L'épargne, comme quoi on parlait de notre épargne. Ouais, c'était le 3e, je crois. Je crois que oui, c'était top 5 Je de nos crois que c'était le podcasts, numéro en tout 3, cas. ouais. Mm. C'est Donc ça. voilà, si vous avez un matelas de côté, c'est bien mieux, hein. Vous pouvez changer de travail, faire face à des imprévus qui peuvent souvent coûter cher. Donc la moralité de ce chapitre, on doit plutôt essayer de garder la maîtrise de son temps que de viser toujours le plus. Le plus c'est toujours le plus. Et faut arrêter de viser toujours le plus et viser le mieux. Viser ce que vous pouvez maîtriser. Essayez de gagner plus, de mettre de l'argent de côté pour avoir un peu plus de maîtrise de votre temps. Parce que le temps, vous ne l'achèterez jamais. C'est comme la santé. Tout à fait. Et, J'ai rien à et rajouter là, sur ce chapitre. non, c'est ça, hein, globalement, c'est un concept assez simple, hein, c'est que la forme la plus élevée de richesse qui puisse exister, c'est la capacité de se réveiller chaque matin en se disant je peux faire ce que je veux aujourd'hui, tout simplement. En tout cas, si vous voulez un peu plus de matière sur l'épargne, voilà, je vous invite vraiment à aller sur un de nos premiers podcasts, mais de toute Podcast, façon, ça va ouais, être inscrit, le 3. ça va être écrit en gros. Voilà. Tout à fait. Chapitre Tout à 8. fait. Chapitre 8, The Man in the Car Paradox, ou
en français, Jean? Le type au volant de la belle bagnole. Ok, intéressant comme traduction. Donc en gros, ce chapitre, il est très simple et je crois que c'est un des chapitres que j'ai le plus aimé et qui m'a fait le plus rire surtout. C'est que, Moi aussi, ouais. grosso modo, il nous dit que tout ce que vous savez de quelqu'un qui roule dans une Porsche, c'est qu'il a 70 000 euros en moins sur son compte en banque, globalement, et que il faut vraiment se méfier des apparences parce que vous avez beau rouler en Porsche, avoir une grosse baraque, etc. Enfin, tous les clichés de la richesse que vous connaissez, et pourtant être complètement fauché. Et je crois que c'est dans ce chapitre ou dans un autre chapitre, je sais plus, où il nous donne l'exemple d'un banquier chez Goldman Sachs, je crois, qui s'est retrouvé complètement fauché parce que il arrêtait pas C'est celui de d'après. ouais, parce que parce qu'il arrêtait pas de claquer de l'argent dans tous les sens. Et à l'inverse, à un moment, il nous donne, bon, je vais pas spoiler ton chapitre, mais il nous donne l'exemple d'un bûcheron perdu dans le Montana, je crois, qui a économisé de l'argent pendant toute sa vie, et qui s'est retrouvé avec un pactole de plusieurs millions quand il est mort. Mais bref, tout ça pour dire que les possessions matérielles sont en fait complètement anecdotiques et que ça ne vous dit absolument rien par rapport à l'état de richesse réel de la personne qui a ces possessions matérielles, parce que tout ce que vous savez, voilà, c'est que le mec a 70 000 euros en moins sur son compte en banque si il roule dans une Porsche, et en plus de ça, il peut l'avoir acheté en leasing, voire pire, il peut l'avoir loué, cette Porsche. Donc en fait, ça ne vous dit absolument rien. Donc ne pas être impressionné par les possessions matérielles, ne pas être influencé par ce désir de vouloir se comparer aux autres et vouloir exposer sa richesse. Et voilà, rester humble, rester discret et avoir le plus gros patrimoine possible, mais sur ses comptes et pas dans ses voitures, C'est globalement. clair, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, dès le début du chapitre, l'auteur, il va nous dire que ce que vous possédez n'impressionne personne autant que vous-même. Tu vois, donc Oui, en fait, tout c'est à juste, fait. voilà. Quand t'as une grosse montre, une grosse bagnole, t'es en mode, ouais, c'est moi qui a la plus grosse, alors qu'en fait, la plupart du monde, il y en a qui vont être à fond dedans, mais la plupart des gens vont être en mode, je m'en tape, quoi. Voire ça va avoir l'effet inverse et ça va Voir ça. repousser les gens. Surtout en France. Surtout en France et surtout pour certaines personnes, mais enfin quand ce sont certaines personnes qui le font Oula, 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 plutôt. oula. On va partir sur un débat politique, là. Non 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 non, il y avait même pas de Ah, politique dans mes propos. Non, c'est juste tu vois, le type arrogant, tu vois, qui justement ah oui. met en avant et se la pète, tu vois. C'est juste plus insupportable qu'autre chose et ça va plus jouer en sa défaveur. Alors que pourtant, lui, il cherche l'effet inverse, mais pourtant, ça va être perçu négativement, quoi, Mm. socialement. Absolument, absolument. Voilà. Chapitre 9. La fortune, c'est ce qui ne se voit pas. Dépenser de l'argent pour montrer aux autres à quel point vous êtes fortuné est le plus sûr moyen de cesser de l'être. Le dicton «l'habit ne fait pas le moine» est selon moi plutôt vrai, parce que l'auteur, bah, pour faire suite à ton chapitre, hein, l'auteur dit: «Le monde est rempli d'individus fortunés qui gardent une apparence modeste et de personnes qui ont l'air riches tout en vivant constamment au bord de la faillite». Ce n'est pas parce que tu as une Ferrari ou que tu es habillé qu'en marque de luxe, on peut voir les Japonais et les Chinois sur Paris habillés avec toutes les marques et tout qui peuvent exister, que tu es forcément riche. Ça se trouve, tu es juste endetté. Voilà. Et en tout cas, bah, pour ceux qui aiment la musique, comme dit Brel, il faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Donc, rester humble et gagner de l'argent sans forcément le montrer. Il y a tellement de citations vraies là-dessus sur la richesse, comme quoi vaut mieux, enfin, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, chapitre 10, Save Money, donc économiser de l'argent. Donc, effectivement, dans ce chapitre, c'est une idée, enfin, ce sont des concepts assez simples, mais qui sont bons à rappeler. C'est que, grosso modo, bah, l'important, c'est pas ce qu'on gagne, mais c'est ce qu'on garde. Parce que vous avez beau gagner 20, 30 000 euros par mois, si vous claquez absolument tout, bah ça va servir à rien et au final il ne va rien vous rester et vous n'allez jamais pouvoir atteindre le niveau de richesse
ultime, qui est donc, comme on l'a dit, de pouvoir se réveiller tous les matins en pouvant faire absolument tout ce que vous voulez de la journée, puisque peu importe combien vous gagnez, si vous vivez toujours d'une fiche de paie à une autre fiche de paie, ben vous allez être toujours esclave de vos revenus, esclave de votre temps et donc esclave de votre travail. Donc voilà, tout simplement faire le maximum pour économiser le maximum, que ce soit en augmentant ses revenus ou en diminuant ses dépenses, puisque forcément ce que vous gardez, c'est la différence entre les deux. Et pour tout ça, évidemment, on vous renvoie encore à l'épisode numéro 3, on avait abordé en détail toutes les thématiques sur l'épargne. Et moi d'ailleurs, petite anecdote personnelle par rapport à ça, j'ai une connaissance sur Paris qui était commercial dans une start-up, tu vois, et qui gagnait beaucoup de thunes. Quand je te dis beaucoup de thunes, c'est qu'il se faisait régulièrement des bonus, donc des primes à coût de 70 000 euros. 70 000 euros de manière assez régulière. Bah, il a absolument tout claqué. Et quand il a fait sa rupture avec cet employeur, du coup, il s'est retrouvé avec absolument zéro. Et pour te dire, il s'est même retrouvé tellement dans la merde parce que il avait 5 crédits conso en même temps. Et il s'est rendu compte que son chômage, ça allait pas suffire pour tout payer. Alors que le mec, aujourd'hui, s'il avait été raisonnable, s'il avait économisé, épargné, et qu'il avait investi tout cet argent, ben il aurait probablement même plus besoin de travailler aujourd'hui, tu vois, parce que, non, peut-être pas, mais à coût de 70 000, tu peux déjà commencer à te dégager en quelques Ouais, en tout années. cas, c'était serein, ouais. Ouais, tu peux te dégager déjà un bon revenu complémentaire grâce à tes investissements. Donc voilà, combien Mm. on gagne ça sert à rien de gagner énormément d'argent si on claque tout, parce qu'à la fin, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est continuer à avoir des problèmes d'argent et avoir besoin de gagner toujours de plus en plus d'argent, tout simplement. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, enfin, je suis d'accord avec ce que dit le bouquin. Euh, Ouais, parce que même, tu vois, Morgan, Morgan Housel, il va dire, vous avez plus de contrôle que vous ne le croyez sur votre capacité d'épargne. Et là, bah, pour faire un peu la suite de ce que tu disais, euh, faut arrêter de me dire, tu vois, il y en a beaucoup qui disent, oui, j'arrive pas à mettre de côté. Donc, tu regardes tout ce qu'ils dépensent par mois, T'as tu des sais que, Uber et Eats, t'as des machins, des trucs, ouais, des tu vois, restos dans tous les sens. t'as des abonnements Disney+, HBO, Netflix, en veux-tu, en voilà. Bon, bah, tu vois, tout ça, forcément, quand t'as pas le sou, bah, faut. L'épargne, c'est aussi du sacrifice, entre guillemets, tu vois. Parce que c'est de l'argent que tu vas pas pouvoir dépenser, donc forcément, c'est de l'argent que tu vas pas pouvoir te faire plaisir à l'instant T. Mais bon, moi, je préfère épargner et pas être en galère par la suite. Chapitre Tout à 11. fait. Chapitre 11. Raisonnable plutôt que rationnel. Essayer de se montrer globalement raisonnable est plus efficace que de chercher à être froidement rationnel. Et là, je vais reprendre ce que dit Morgan dans le bouquin. Quel que soit votre revenu, votre indépendance repose avant tout sur votre taux d'épargne. Tout le monde doit épargner, même s'il n'y a pas de projet derrière. Il faut épargner pour épargner. Et avec Hugo, bah, c'est pas faute de vous le dire, épargner, enfin, il faut avoir votre épargne de sécurité. Et puis c'est pas faute de vous le dire, avec Hugo, on vous dit toujours qu'il faut déjà avoir votre épargne de sécurité, puis après vous verrez pour investir. Mais vous ne pourrez pas commencer à investir si vous n'avez pas un peu d'argent dans le matelas, comme on dit. Épargner, c'est pouvoir s'offrir du temps qu'on voudra, quand vous le voudrez. C'est donc quelque part le début de la liberté, ce qu'il en parlait dans un des chapitres précédents qu'on a déjà dit. Et en résumé, dans ce chapitre, l'auteur va nous dire qu'il n'y a pas besoin de gagner comme un médecin pour avoir de l'indépendance. Il faut juste dompter ses attentes, c'est-à-dire de ne pas tout acheter, en fait, tout simplement. Quand tu es au SMIC, j'ai rien contre les gens au SMIC, hein, j'ai déjà gagné le SMIC, donc j'ai rien contre eux. Mais tu peux pas vouloir forcément faire ton crédit à la conso pour t'acheter le dernier Clio 5. Tu peux pas avoir ton Netflix, tu peux pas avoir parce que t'as pas les moyens qui vont avec. Mais à côté de ça, c'est pas parce que forcément, enfin, même si tu es au SMIC, tu peux essayer de mettre de côté un peu.
Tu vois, même si c'est 10 euros, 5 euros, etc., c'est juste le fait d'avoir le sacrifice pour pouvoir, pas forcément, un jour, avoir un peu plus de sécurité déjà, parce qu'avoir de l'argent de côté, c'est acheter aussi de la sécurité. Donc, moralité, bah, vivez un peu en dessous de vos moyens et faut se serrer la ceinture. Chose que tu fais, toi, actuellement, je suppose, Hugo. Oh, bah, moi, ça fait quelques années, effectivement, que je vis largement en dessous de mes moyens, et c'est ce qui me permet, c'est ce qui permet de mettre du charbon dans la locomotive, hein, tout simplement. Parce que, oui, forcément, je fais pas, tu vois, des voyages tous les 4 matins, je pars pas en week-end, je fais pas des restos tous les 4 matins. Mais comme tu dis, c'est des sacrifices et c'est le seul moyen de pouvoir un jour atteindre la fameuse liberté financière qu'on cherche tous. Et en fait, l'épargne, tu vois, c'est une sorte de sacrifice, c'est une sorte de contrainte, mais c'est une contrainte différée dans le temps. C'est juste que tu sacrifies ton plaisir immédiat au profit d'un plaisir beaucoup plus grand à long terme et au profit potentiellement d'une vie dans laquelle tu seras beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux parce que tu n'auras pas la contrainte financière, tu n'auras pas de contrainte temporelle, tu n'auras pas de contrainte géographique. Et les voyages que tu sacrifies aujourd'hui sont ridicules par rapport à ce que tu pourras faire dans 20 ans avec tout le patrimoine que tu auras accumulé. Donc, personnellement, tu vois, je vois même pas ça comme une contrainte, mais plus comme un investissement, en fait, tout simplement. Tu vois, c'est juste t'investis sur Ouais. toi pour le futur. T'investis dans ta vie future. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, tu prêches un convaincu, hein. Je préfère faire des sacrifices maintenant, parce que tu vois, on est jeune, etc. Mais je pars du principe où ta vie, elle passe assez vite, entre 20 ans, quand tu vas commencer à travailler à peu près, jusqu'à ta jeunesse. Donc, tu vois, de 20 à 30 ans, c'est 10 ans. Mais si après tu traînes tes casseroles et que t'es en dèche juste de 30 à 70 ans, moi je préfère faire l'inverse, tu vois, c'est bah, pas serrer la ceinture, mais faire attention, essayer de gagner le maximum, d'apprendre le maximum et d'investir le maximum, pour que comme ça, bah, à 30 ans, enfin de 30 à 70 ans, tu puisses quand même vivre un peu mieux. Vaut mieux, je préfère sacrifier 10 ans et vivre les 40 suivantes années un peu mieux. En tout cas, faites tout pour. Oui, et puis objectivement, en fonction de comment tu prends soin de ta santé, parce que alors ça aussi, hein, ça peut être un grand débat qu'on pourra aborder sur le podcast, hein, mais la santé c'est comme l'investissement, tu vois, c'est quelque chose que tu construis sur le long terme et sur lequel il faut investir. Mais en fonction de comment tu prends soin de ta santé, justement, à 40 ans, t'as toujours la même énergie qu'à 20 ans, tu vois. Donc, tu sacrifies, entre guillemets, tes 20 premières années pour ensuite, à 40 ans, pouvoir faire ce que tu veux. Faire ce que tu veux. Et c'est pas parce que, enfin, t'es pas forcément moins jeune à 40 ans qu'à 20 ans, tu vois. Tu peux tout à fait avoir la même énergie, les Oui, mêmes... t'es en forme. T'es en forme. Si 40 t'as ans, t'es pas très fumé bien, comme hein. un pompier de 20 à 40 ans. Ouais, c'est ça. Si t'as pas mangé comme un gros porc, si t'es pas en surpoids, si t'as fait un minimum de sport et que t'es pas resté assis dans le canapé toute la journée, ça ira bien à 40 ans, c'est sûr. Ouais. Donc chapitre 12, surprise. Donc là, en gros, l'idée que Morgan Housel veut nous faire passer, c'est que ça ne sert à rien de trop s'attarder sur l'histoire des marchés financiers, sur l'étude de l'histoire des marchés, en fait, tout simplement, sur les précédentes crises, les précédents patterns sur les marchés financiers, etc. Même si c'est toujours intéressant pour sa culture générale, en fait, on se rend compte que la plupart des événements sont complètement imprévisibles et vous avez beau connaître par cœur l'histoire des marchés, vous n'allez jamais pouvoir prévoir la prochaine grande crise. Et au contraire, ça peut potentiellement être un piège dans votre vie d'investisseur parce que ça peut vous donner une trop grande confiance potentiellement vis-à-vis à votre capacité à prédire l'avenir. On sait que personne n'y arrive et on peut citer l'exemple, tu sais, l'investisseur toujours catastrophiste là, qui prévoit toujours la fin du monde et qui était dans le film The Big Short, qui a prévu la crise de 2008. Michael Burry, voilà, Michael Voilà. Burry. Donc tout le monde a l'exemple en tête de Michael Burry qui a réussi à faire un grand coup dans sa vie en 2008. Et encore un grand coup, je crois qu'il était 2 ans en avance. Hein. Il était 2 ans trop tôt. Et pendant 2 ans, il a dû s'accrocher à la sueur de son front parce que tous ses clients étaient en train de l'appeler en lui disant gros,
tu fais quoi avec mon pognon là? Et Donc d'ailleurs, il avait perdu ses principaux clients. Il avait quasiment voilà. plus de fonds. Tout à fait. Donc effectivement, il a eu raison, mais à quel prix? Et surtout, il a eu raison trop tôt. Et aujourd'hui, il a continuellement tort, tu vois, parce que Michael Burry, tu regardes son portefeuille aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le mec, il a du Il Alibaba, investit dans, il il a toutes investit les dans des pires actions prisons et chinoises tout. qui Ouais. existent. Enfin, il a que des actions catastrophiques. Et le mec, ça fait, je crois que tous les 6 mois, il annonce qu'il va y avoir un crack sur les marchés depuis 10 ans. Donc, ouais, c'est typiquement le genre d'exemple. C'est pas parce que vous avez eu raison une fois, et encore c'est potentiellement un coup de chance, et c'est pas parce que vous connaissez l'histoire des marchés par cœur et que vous êtes persuadé qu'il va y avoir une nouvelle crise, parce que oui, mathématiquement, il va toujours y avoir une nouvelle crise, en fait, peu importe où est-ce que vous vous situez dans l'histoire, à moins que vous êtes actuellement dans une crise, bah, il y aura toujours la prochaine crise qui va arriver, c'est comme ça. Donc voilà, globalement, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est ne vous attardez pas trop sur l'histoire des marchés, parce que même si c'est intéressant pour votre culture, ça ne vous servira pas à grand-chose, et au contraire, ça peut même vous biaiser et vous donner trop de confiance. Et on en revient toujours au principe fondamental de Monsieur Bogle, time in the market beats timing the market. N'essayez pas de prédire les marchés, n'essayez pas de faire des allers-retours, n'essayez pas de prédire la prochaine crise, vous n'allez pas y arriver. Voilà. Moi, franchement, j'avais bien aimé ce chapitre. Je suis en train de regarder le chapitre numéro 13 qui est issu juste après. En fait, il reparle de la marge d'erreur avec Berkshire Hathaway, notamment parce que Berkshire Hathaway, c'est un assureur, enfin, pas Berkshire Hathaway, mais il y a GEICO. GEICO, c'est un assureur américain. Donc, il faut qu'ils aient énormément de côté. Et du coup, dans le chapitre, ils mettaient en avant comme quoi Warren Buffett avait dit devant ses actionnaires et devant ses actionnaires et devant les agences de notation, etc., comme quoi il s'engageait à avoir énormément de cash de côté pour prévoir des événements qui peuvent être en fait imprévus, d'où le nom du chapitre, la marge d'erreur. Et la petite phrase du début, le plus important quand on fait des prévisions, c'est de prévoir qu'elles puissent ne pas se réaliser comme prévu. Mm. Donc, bon, c'est un chapitre, là, il fait 4 pages. Et il va reparler du terme, enfin du concept de la marge d'erreur. Donc voilà, franchement, si vous voulez en apprendre plus, bah, achetez ce livre ou carrément achetez directement le livre où elle a été euh, inaugurée, j'ai envie de dire, pour la première fois. Donc l'investisseur Théoriser. intelligent de Benjamin Graham. Bon, par contre, accrochez-vous parce que là, c'est un chapitre coriace et old school sur la marge d'erreur. Je pense que vous pouvez tout Tout à trouver fait. sur Internet. Voilà. Tout à fait. Et ça nous amène donc au chapitre 14, You'll change, vous allez changer. Alors c'est un chapitre assez court aussi, je crois il fait 4 ou 5 pages dans le livre, et il est assez simple. C'est en gros, il nous dit que nos objectifs, et vous allez changer en fait à long terme, et que vos objectifs vont par conséquent changer à long terme, et que pour le coup, ça sert à rien de trop planifier, de trop prévoir précisément ces objectifs à long terme, parce que voilà, par exemple, aujourd'hui, peut-être que vous aimez, j'en sais rien, que vous aimez le paddle, peut-être que dans 10 ans, vous allez plus du tout aimer le paddle, donc ça sert à rien de faire toute votre vie par rapport au paddle, tu vois, aujourd'hui. C'est un exemple à la con, hein, mais grosso modo, c'est le message du chapitre. Et que du coup, il faut éviter les extrêmes en matière de planification financière, et il faut plutôt chercher des principes de base, comme par exemple essayer de se dégager, comme on l'a dit plus tôt, le plus de temps possible, tu vois, parce que le temps, c'est vraiment le seul bien qui est le plus scarce, le plus rare au monde, avec le Bitcoin, mais c'est Ah, ouais. un des biens les plus rares qui puissent exister sur la planète. Vous ne pouvez pas recréer du temps, c'est impossible. Donc ne perdez pas votre temps à trop planifier, à trop prévoir, puisque vos objectifs vont changer à long terme. Absolument. Et Et grosso modo ouais. également, ce qu'il nous dit juste, c'est que du coup, il vaut mieux prévoir par exemple des économies modérées, du temps libre modéré, des temps de trajet modérés, des temps avec notre famille modérés, ainsi que des augmentations de revenus modérées,
plutôt que de vouloir miser à 100% un curseur de vouloir miser tout à 100% sur un des domaines. Tu vois, par exemple, sacrifier totalement ses revenus au profit de sa famille. Sur le court terme, ça va être bien, mais à long terme, ça va être au détriment justement de votre famille parce que vous allez plus pouvoir subvenir à ses besoins. Ou au contraire, sacrifier totalement sa famille par rapport à ses revenus, puisque à long terme, ça va être la même chose. Vous allez le regretter parce que vous allez peut-être avoir plein d'argent, mais vous allez être un inconnu aux yeux de votre famille. Voilà. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ton chapitre, là, le chapitre numéro 14, ils prennent l'exemple, ils parlent de Kahneman. Donc, Kahneman, c'est un économiste, un économiste philosophe, on va dire, qui est spécialiste dans l'économie comportementale. Et pour ceux que ça intéresse, moi j'avais lu Richard Taylor Misbehaving, les découvertes de l'économie comportementale, donc c'est prix Nobel d'économie. Alors, euh, on n'est pas on n'est pas sur du livre pour vous endormir le soir, hein. Le truc, t'as un mal de tête à la fin. Mais honnêtement, honnêtement, quand tu t'y accroches, tu vois, parce que c'est écrit en petit et t'as plus de 500 pages, il est vraiment intéressant parce que moi, c'était mon premier livre de découverte, en fait. C'était mon premier livre d'économie comportementale et c'est très intéressant. Et justement, il parlait de cet auteur dans le bouquin, donc je voulais reprendre. Alors là, c'est Taylor, mais Taylor, en fait, il a travaillé avec Kahneman. C'est les vieux de la vieille. Et voilà, si ça intéresse. Alors, c'est pas moi forcément qui avait découvert ce livre. Je l'avais trouvé, c'était Xavier Delmas. Tu sais, Dans Chercheur de il valeur, non? avait. Non, c'était pas dans Chercheur de valeur, justement. Je m'étais inscrit à sa newsletter. Bon, il a dû faire 2 mails, tu vois. Mais dans un de ces 2 mails, il avait partagé comment dire, toute sa wishlist de livres, en fait, Ah sur oui. la finance. Et justement, il y avait cela. Enfin, il y avait celui-là et un autre de Kahneman cette fois. Et j'avais acheté les deux. Et bon, tu comprends pourquoi ces vidéos, elles sont aussi pointues à Delmas, parce que honnêtement, faut s'accrocher sur les bouquins, hein. Celui-là est beaucoup plus simple, là, la psychologie de l'argent, celui qu'on est en train de vous présenter actuellement. Mais voilà, si vous voulez aller plus loin, Misbehaving de Richard Taylor, ça peut être sympa si vous le souhaitez. Tout à fait. Chapitre 15. Chapitre 15. Chapitre 15, rien n'est gratuit, tout a un prix, mais il y a des prix qui n'apparaissent pas sur l'étiquette. Alors là, la moralité de ce chapitre, ce qu'il va falloir retenir, c'est on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi des gens qui acceptent si volontiers de payer le prix requis pour leur voiture, leur maison, leur nourriture ou leurs vacances se donnent-ils tant de mal pour l'esquiver quand il s'agit de leur placement? La question est simple. Le prix à payer pour réussir dans l'investissement n'est pas immédiatement visible, à contrario que quand on achète une voiture. Il n'est pas écrit sur une étiquette. Tout ça pour dire que vous pourrez jamais être certain que le jeu en vaut la chandelle. Il y a des jours de pluie à Disneyland aussi, forcément. Et si vous persistez à interpréter le prix d'entrée comme une sanction, vous ne pourrez jamais apprécier la magie du lieu. Bref, les amis, identifiez le prix et payez-le. Tout à fait. Le prix du succès en investissement n'est pas forcément évident, c'est pas un prix qui est marqué sur une étiquette, et c'est pour ça que la plupart des gens passent à côté dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc chapitre 16, You and Me, ou vous et moi. Donc dans ce chapitre, Morgan Housel nous raconte un peu la différence en fait entre les différents horizons de temps et le fait qu'il ne faut pas écouter ou copier quelqu'un qui n'a pas le même horizon de temps d'investissement que nous, et que c'est justement à partir du moment où vous essayez d'écouter les conseils ou de copier l'horizon de temps de quelqu'un qui n'a pas le même que vous que les problèmes arrivent. Puisque tout simplement, le style d'investissement entre quelqu'un qui va avoir un horizon par exemple de 30 ans et qui va faire soigneusement sa sélection d'actions, qui va faire son analyse fondamentale et qui va faire son DCF, son discounted cash flow et calculer son prix juste, va être complètement différent, ça va pas du tout être le même horizon de temps et la même philosophie que le day trader, par exemple, donc le trader journalier, qui lui veut juste savoir si le prix de l'action va continuer à monter demain ou pas. Et justement, il faut vraiment comprendre ces deux philosophies pour pouvoir
tirer avantage du marché, puisque si vous êtes un day trader, forcément, vous, ce que vous voulez, c'est investir, par exemple, dans une montée, tu vois, tu peux tout à fait acheter du Nvidia au plus haut si tu es un day trader, parce que toi, tout ce que tu veux, c'est qu'elle Absolument. continue à monter demain. Il donnait l'exemple de la bulle Internet où Cisco, par exemple, a atteint des niveaux historiques complètement délirants, tout simplement parce qu'il y avait de plus en plus de gens avec des temps d'horizon d'investissement courts qui continuaient à renchérir sur l'action parce que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était que l'action monte le lendemain. Mais si vous avez un horizon d'investissement à 20-30 ans, il ne faut surtout pas jouer ce jeu-là, parce que vous, justement, votre objectif, ça va être d'être anticyclique par rapport au marché, et d'aller chercher justement des entreprises qui sont décotées, qui sont sous leur valeur intrinsèque et qui vont pouvoir retrouver leur valeur intrinsèque et leur juste valeur sur le long terme. Tout ça pour dire que dans ce chapitre, Morgan Housel nous dit qu'il ne faut pas se fier aux stratégies d'investissement des autres, il ne faut pas copier les stratégies d'investissement des autres, il faut avoir son propre horizon de temps, sa propre philosophie d'investissement, et il n'y a que comme ça que vous pourrez réussir en bourse, puisque si vous vous dites que vous êtes long terme, mais que vous passez votre temps à faire des arbitrages, à acheter, à vendre, à faire du trading, à acheter du Nvidia, je sais pas quoi, bah vous allez jamais faire du long terme et donc vous allez jamais y arriver. Ouais, j'avais bien aimé ce chapitre, moi, justement, parce Tout qu'il à parlait fait. longuement de la bulle Internet, comme quoi tout le monde avait sauté dedans parce que c'était l'appât du gain, mais en veux-tu, en Mm. voilà. Et en fait, bah, beaucoup s'étaient brûlés des ailes là-dessus. Mais vraiment beaucoup. Donc, Tout c'est à vrai fait. que, puis même, j'aime bien la petite conclusion de fin. Prenez le temps de vous demander à vous-même, quel jeu vous jouez. Et non, c'est vraiment très Mm. intéressant. Chapitre 17, l'attraction du pessimisme. Un discours optimiste vous donne l'impression d'entendre un argumentaire de vente. Un discours pessimiste vous donne l'impression de quelqu'un qui cherche à vous aider. Le pessimisme est souvent plus attractif que l'optimisme. Voilà, vous pouvez prendre l'exemple des vidéos sur YouTube où celles qui font le plus de vues, c'est celles où, en gros titre, ça va être crash du CAC 40, la France en faillite et Macron veut votre tête. Voilà. Si vous dites à quelqu'un que le monde va s'effondrer demain, il va immédiatement vous écouter. Si vous lui dites que tout ira bien, il va vous prendre pour un benet, tout simplement. Depuis tout temps, on prédit la fin du monde et des catastrophes. Quand on regarde la big picture, généralement, tout se passe bien. Une autre raison est que les pessimistes extrapolent souvent les tendances actuelles sans tenir compte de la manière dont les marchés s'adaptent. Et c'est ça que l'auteur va nous expliquer dans ce chapitre, qui est plutôt bien fait. Par exemple, alors ça c'était le deuxième facteur. Et le troisième facteur, par exemple, bah, ça va être alors que les progrès sont trop lents pour être visibles et les revers sont trop brusques pour être ignorés. Il va nous prendre l'exemple de plusieurs choses, par exemple de la saga des frères Wright, qui a été pionnier de l'aviation, qui comporte un détail fascinant. Leurs premiers vols motorisés se sont déroulés dans l'indifférence générale. Ça veut dire que le premier avion, bah, en fait, il a volé. En fait, tout le monde s'en fichait parce que personne n'avait confiance dedans. Ça va être tout ça qui va être expliqué. Voilà. Toi, tu avais bien aimé ce chapitre, je crois. Ouais, moi j'avais vraiment beaucoup aimé ce chapitre tout simplement parce qu'il nous explique vraiment la séduction du pessimisme et le fait que le pessimisme peut vraiment être un piège parce que il est attractif intellectuellement en fait tout simplement et que on a tout de suite l'air plus intelligent quand on est pessimiste que quand on est optimiste et non seulement on a l'air plus intelligent mais en plus ça attire beaucoup plus, hein. Les gens écoutent beaucoup plus les avis pessimistes ou les annonces pessimistes. C'est pour ça qu'on a toujours des titres catastrophes dans la presse, sur YouTube, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça C'est qu'il faut clair. aussi faire très attention aux biais de confirmation sur le pessimisme, parce que plus, surtout aujourd'hui avec les algorithmes, plus on va s'enfermer, tu vois, dans une bulle pessimiste, et plus on va avoir de contenu pessimiste qui va nous être proposé, plus cette bulle pessimiste va être encore plus renforcée. Donc voilà, non seulement on a l'air plus intelligent en étant pessimiste, socialement ça va faire bien, mais en plus de ça, on attire beaucoup plus l'attention. Donc faites attention parce que souvent, les gens qui vous vendent du pessimisme et de la peur, c'est leur beurre tout simplement. Ils font de l'argent avec ça. Et si demain ils vous disaient que tout allait bien, bah, vous arrêteriez d'acheter leurs produits, tout simplement. Je Et suis ça bien fait d'accord une avec toi.
Et ça fait une belle transition justement sur le prochain chapitre de Morgan Housel, le chapitre 18, When You'll Believe Anything, donc quand vous allez croire, enfin quand vous croirez n'importe quoi, je sais pas comment il l'a traduit. Quand vous êtes quand vous êtes prêt à croire n'importe Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Quand vous êtes prêt à croire n'importe quoi, en gros, très simplement dans ce chapitre, ce qui nous explique, c'est que on a souvent des biais de confirmation et que quand on veut qu'une histoire soit vraie, on a tendance à croire qu'elle va être vraie, tout simplement. Donc si on a un biais de confirmation, par exemple, moi j'en sais rien que les marchés vont s'effondrer demain parce qu'il va y avoir un crack sur les marchés, bah forcément tout ce qui va aller dans notre sens, dans notre biais de confirmation, tous les contenus que vous allez voir, les titres, les articles, etc., qui vont aller dans votre sens et qui vont vous dire que les marchés vont s'effondrer demain, vous allez les prendre pour une vérité, vous allez les prendre pour acquis, et ça va juste ne va que faire renforcer votre biais. Donc attention aux histoires qui se renforcent, attention aux biais de confirmation, donc surtout voilà, essayez de toujours avoir des contre-avis et ne vous faites pas trop embarquer justement dans des histoires qui vont trop dans votre sens. Bon, on arrive à la fin du chapitre, les amis. Merci encore d'être là. Chapitre 19. Et maintenant, tous ensemble. Donc là, en fait, l'auteur va nous proposer un petit résumé de la psychologie de votre argent, chapitre par chapitre. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de tout ça? C'est que il va falloir que vous vous efforcez, enfin, il va falloir qu'on s'efforce à l'humilité quand tout va bien pour nous, au pardon ou à la compassion quand tout va mal. Faut être moins égocentrique. Euh, moins égocentrique, Si, si on est moins égocentrique, on va être souvent plus riche. Ensuite, une règle d'or pour gérer votre argent, c'est de ne pas perdre le sommeil. La meilleure façon d'améliorer vos performances d'investisseur, c'est d'étendre votre horizon temporel. Apprenez à accepter que plein de choses aillent de travers. Ça, on en a parlé, oui, c'était un de tes chapitres. Utilisez votre argent pour mieux maîtriser votre temps. Soyez plus agréable et moins matuveux. Donc, n'achetez pas de Ferrari. Non, ouais, moi, je veux ma Ferrari. Épargner, épargner, et un point, c'est tout. Faut épargner sans avoir forcément un but ni même un objectif. Faut épargner pour épargner. Ensuite, identifiez le prix de la réussite et soyez prêt à l'acquitter. Idolâtrez la marge d'erreur. Dans vos projets financiers, essayez d'éviter les extrêmes. Prendre des risques vaut la peine, car ils payent avec le temps. Bon, après, il y a risque et risque, on est d'accord. Demandez-vous quel jeu vous jouez. Respectez la cohue des opinions et respectez la cohue des opinions. Et donc ensuite, il nous reste plus qu'un dernier chapitre, donc le chapitre 20 qui s'appelle Confession. Et en fait, ici, Morgan Housel va tout simplement nous expliquer ce que lui applique concrètement comme stratégie et ce que lui a implémenté dans sa vie. Déjà, premier point, il nous dit que la richesse n'a jamais forcément été son objectif primaire, mais que son objectif primaire a toujours été l'indépendance. Donc l'indépendance temporelle, l'indépendance financière, pouvoir faire ce qu'il veut de ses journées. Et selon lui, donc quel que soit son niveau de revenu, son indépendance va être déterminée par son taux d'épargne. Donc comme on l'a dit au long de ce podcast, plus vous épargnez, plus vite vous allez atteindre vos objectifs de liberté financière. Et l'important, c'est pas combien vous gagnez, mais combien vous arrivez à garder. Également, il nous donne un exemple très important, c'est que lui, il a fait le choix dans sa vie d'être plutôt raisonnable plutôt que rationnel. Par exemple, quand il a acheté sa maison, le choix rationnel aurait voulu qu'il achète sa maison à crédit et qu'il s'endette pour acheter sa maison, puisque ça lui aurait probablement fait économiser de l'argent à long terme, puisque le capital qu'il n'a pas immobilisé dans la maison, il aurait pu l'investir et donc le faire fructifier au passage. Sauf que lui, ça n'a pas été sa stratégie, il a plutôt préféré le choix d'être raisonnable et donc d'acheter sa maison cash justement parce qu'il ne voulait pas avoir de dette, parce qu'il trouvait qu'il allait justement mieux dormir la nuit et être beaucoup moins stressé en n'ayant pas de dette et en possédant directement sa maison cash. Donc ça, c'est un point assez intéressant à noter aussi, c'est que il faut pas forcément toujours choisir la voie ou la stratégie qui offre le plus de rendement, mais potentiellement aussi parfois savoir s'adapter par rapport à soi et par rapport à sa propre tolérance au risque, et parfois donc savoir sacrifier un peu de rendement pour pouvoir mieux dormir la nuit.
Également, il nous rappelle l'importance de l'épargne de précaution, chose qu'il s'applique évidemment à lui-même, puisqu'il veut pouvoir, il veut pouvoir anticiper n'importe quelle dépense qui n'aurait pas été prévue dans ses calculs à la base. Et globalement, ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'en termes de stratégie d'investissement, Morgan Housel est plutôt très simple. Il se contente d'investir sur un ETF large cap, diversifié mondialement et avec peu de coûts. Donc c'est vraiment un investisseur passif. Il achète un ETF, donc je crois que c'est un ETF monde qu'il achète pour le coup. Il achète même pas un S&P 500, il achète un monde et il ne veut pas se prendre la tête. Il investit dessus tous les mois et il n'y pense plus. Voilà globalement pour le chapitre 20 et je pense que ça permet de clôturer ce livre. Moi, personnellement, ce livre, je vous le conseille à tous. Commandez-le sur Amazon ou commandez-le directement via le lien qu'il y a sur le site www.eq-invest.fr dans la section ressources bibliothèque. Ça nous permet de nous soutenir au passage. Oui, d'ailleurs, je crois que toi, ça l'a pris. Et c'est un livre qui n'amène pas forcément des concepts révolutionnaires, mais qui sont très intéressants, qui sont parfois, tu vois, c'est le genre de livre où quand tu le lis, tu te dis, ah oui, c'est vrai, tu vois, genre, t'as l'impression que ce qu'il dit c'est évident, mais tu l'as jamais suffisamment bien pensé pour arriver à la même conclusion que lui, tu vois. Non, c'est ça, parce que lui, en fait, oui, quand tu vas le lire, tu dis, ah oui, mais c'est vrai, ouais, j'y pense, mais le fait de le lire, en fait, c'est vrai que tu l'assimiles plus simplement, parce que oui, ce sont des concepts où c'est vrai, bon, l'habit fait pas le moine, etc., la marge d'erreur, on les connaît, on les comprend bien, mais le fait de les lire avec des exemples à chaque fois, moi, je trouvais ça vraiment super light et super simple à comprendre et à bien assimiler, parce que tu vois, genre, on l'a lu quoi, il y a plus de 6 mois et quand même ça arrive. Enfin, c'est bien ancré en nous. On n'a pas eu besoin de le relire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et globalement, je pense que c'est un livre qui peut faire évoluer votre vision concernant l'argent potentiellement. Et c'est également, comme on l'a dit au début de la vidéo, un livre à mettre entre toutes les mains. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à l'offrir à vos proches, comme ça va aider, ça va faire en sorte que tout le monde l'assimile, parce que vraiment, c'est un livre qui est simple à lire, encore une fois, vraiment, faut qu'on insiste dessus, et il est pour tout le monde, il est destiné à tout le monde, il n'y aura pas de ratio, c'est des Tout à exemples fait. compréhensibles de tout, pour tout le monde, voilà. Donc, Et ça croyez-moi, peut vraiment vous faire ouvrir les yeux dessus. Ouais. Et si ce livre était obligatoire à l'école, on aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et voilà, donc on arrive à la fin de l'épisode. Donc on espère que le podcast vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile avec nous. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce livre. Est-ce que vous l'avez lu et quels sont les grands points que vous avez retenus. Et si vous ne l'avez pas lu, bien évidemment, allez le lire de ce pas. En tout cas, si vous avez d'autres livres à nous conseiller, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire aussi des autres titres de livres. Nous, on est toujours enfin, toi, je sais que tu es un grand lecteur, moi aussi, je lis quand même pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner des exemples de livres, à nous donner des titres. Ça sera avec grand plaisir, s'ils sont intéressants, qu'on les lit. Avant de partir, un petit rappel, n'oubliez pas de nous suivre sur Fountain App, écoutez et gagnez du Bitcoin, et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez même nous en envoyer directement. Et bien sûr, on est présent sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et plein d'autres encore. N'hésitez pas à laisser un avis et une note 5 étoiles, ça nous aide énormément à faire connaître le CAF rentable. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube. Et bien évidemment, on est aussi sur Instagram et n'oubliez pas d'aller visiter le site internet www.eq-invest.fr pour plus d'informations, d'articles et de ressources sur l'investissement. Donc merci à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous, comme d'habitude, tous les lundis matins à 8h pour le prochain épisode, pour le podcast le plus régulier. Merci à tous, à très vite et d'ici là, prenez soin de vos finances. Ciao. Allez, ciao.